Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, les habitués et les habitués des grandes conférences namuroises connaissent cette blague, mais je ne me lasse pas de la dire. Donc, bonsoir, non, je ne suis pas Thomas Hertog. Mais nous sommes néanmoins ravis de vous accueillir ici ce soir pour cette grande conférence namuroise, organisée comme d'habitude en collaboration avec la librairie Point Virgule et le Théâtre de Namur. Alors, la rectrice et le comité que j'ai l'honneur de présider en ma qualité de vice-recteur sommes ravis de voir ce soir une belle mixité dans le public, puisque ce soir nous réunissons à la fois des externes, des internes, et dans les internes, un beau panel de personnes, puisque nous allons pas mal d'étudiants qui sont présents ce soir, étudiants engagés, comme beaucoup d'étudiants à l'UNAMUR, puisque c'est bien connu, ce sont les meilleurs du monde, les membres du personnel, mais également j'ai pu le repérer, quelques professeurs émérites à qui je souhaite un bon retour au bercail, même s'il n'est que temporaire pour une soirée. Alors c'est en quelque sorte un voyage dans le temps que nous vous proposons auquel nous vous proposons de prendre part ce soir. Nous vous invitons à mieux cerner notre espace, et l'espace avec un grand E. Une thématique qui s'inscrit dans la dynamique de l'Alliance européenne Universée, dont vous voyez le descriptif juste là à ma droite, et qui fédère dans le domaine de la recherche, mais aussi de l'enseignement des universités européennes, dont l'UNAMUR, autour de la thématique du spatial. Mais passons aux choses sérieuses avec cette question que je vous pose. Et si les lois de la physique n'étaient pas gravées dans le marbre, mais évoluaient avec l'univers? Voilà, vous avez 1 heure. Faites attention aux fautes d'orthographe, elles sont prises en compte. Non, plus sérieusement, peut-être pour vous aider à remplir votre copie, notre conférencier du jour devrait pouvoir vous y aider à voir plus clair. Alors nous avons adopté cette année une nouvelle habitude dans les grandes conférences namuroises. Avant de donner la parole à notre expert interne que nous remercions déjà, nous avons l'habitude de donner la voix à nos experts interne. Alors, je vais vous demander d'accueillir, donc, pour l'introduction de cette grande conférence, notre astrophysicien favori, grand maître de l'Observatoire, le professeur André Fusfa, ainsi que Romain Grange, qui est étudiant donc dans le CAP Université, parce qu'il faut savoir qu'à l'Université de Namur, nous avons un quota projet autour de ce projet Université, qui tous les deux vont vous faire, je pense, une chorégraphie. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un honneur réellement d'inviter un professeur qui a changé la façon dont nous voyons le cosmos, Thomas Hertog. Donc, né en 1975, il a commencé ses études à la KU Leuven avant de partir en tant que doctorant de Stephen Hawking à Cambridge. Ensemble, ils étudièrent la question fondamentale de l'origine du temps. Ensuite, il partit au CNRS et à l'université de Santa Barbara en Californie. Il revient ensuite à la KU Leuven en tant que professeur et ses travaux se focalisent vraiment sur les aspects quantiques de la gravité et la cosmologie. Il est également l'auteur d'un ouvrage, The Origins of Times, co-signé par Stephen Hawking. Et dans ce livre, il ne se contente pas simplement d'écrire, si je peux dire ça comme ça, d'écrire les lois de l'univers, mais également d'étudier ce que ça signifie finalement de faire partie de cet univers. Et c'est vraiment ce parallélisme entre science et la condition humaine que je voudrais aborder ici avant de céder la parole. Donc je me présente ici, je me tiens devant vous en tant qu'étudiant, je ne me tiens pas devant vous en tant qu'expert. Je pense être l'héritier en fait d'une curiosité qui se transmet et d'une flamme qui ne s'éteint jamais. Nous sommes à l'université un ensemble de professeurs brillants, mais également un ensemble de jeunes esprits brillants également, et qui se questionnent et qui s'émerveillent. Et je vais vous demander de vous rappeler de la première fois que vous avez été émerveillé par la science, par exemple, ou un autre sujet quel qu'il soit, parce que personnellement, je me souviens encore regarder des vidéos de sciences étonnantes pour ceux qui connaîtront, sur la relativité et d'avoir les étoiles plein les yeux. Et je pense vraiment que les étoiles plein les yeux, c'est la première étape vers la vocation de devenir scientifique par après, par exemple. Au-delà des équations, donc dans les travaux de Thomas Hertog, il y a vraiment quelque chose de très intéressant pour nous, étudiants et curieux, c'est derrière les équations des lois de l'univers, cet aspect que rien dans l'univers n'est immuable. Et c'est quelque chose qui résonne très fort en nous, puisque
nous changeons, nous évoluons, nous nous formons à chaque question que nous posons. Et au-delà des équations, eh bien, il y a l'apprentissage, le dialogue, le partage avec les maîtres qui donnent cet aspect humain à la science. Et c'est vraiment parce que, nos discussions avec les maîtres sont très importantes parce que c'est elles qui vont nous amener vers des sujets, vers de la passion, comme je disais. Et je voudrais, avant de donner la parole à André Fusfa, justement mon maître de maîtrise de mémoire, citer une de ses phrases qui disait « Je garde cet esprit d'enfant, c'est-à-dire cet émerveillement pour les choses qui nous entourent, et y compris mon métier de scientifique. » Et je pense que cette phrase est très importante parce que aujourd'hui, avec la certitude qui s'achète à coup de quelques clics, en fait, l'émerveillement est devenu une sorte de luxe, de résistance au cynisme, à l'absolutisme et au dogmatisme. Et c'est pour ça qu'existent des groupes étudiants de vulgarisation, dont je fais partie, le Capte Universel dont vous avez parlé, qui vont en fait essayer de donner à la vulgarisation une grande place, à la vulgarisation scientifique une grande place, parce que nous pensons que la vulgarisation, ce n'est pas simplement expliquer, mais c'est également partager un émerveillement. Et j'adore personnellement, quand je rentre de l'université, partager mon émerveillement avec mes grands-parents, par exemple, autour d'un petit 4 heures. Et au cours de nos conférences et de nos différentes rencontres, notre but avec le Capte Universel, c'est vraiment de promouvoir et de rendre à la science une chose que nous pensons être importante, c'est-à-dire élever la pensée, mais pas simplement des gens qui mesurent, mais également des gens qui contemplent, et certainement pas celle des gens qui dogmatisent, mais des gens qui questionnent. Et le rôle d'un mentor, pour moi, est évidemment d'apprendre à l'étudiant à aimer les fissures, parce que la connaissance, il doit lui apprendre que la connaissance n'est pas un monument, mais un chantier sur lequel il faut construire. Et l'étudiant, quant à lui, doit apprendre à construire sur ce chantier avec ses propres moyens, ses propres doutes et ses propres matériaux, parce que nous avons tous des doutes, évidemment. Avant de passer la parole, et cette fois définitivement, vraiment, je vous le promets, je voudrais vous transmettre vraiment une simple conviction pour moi, qui est que la science n'est pas qu'une simple affaire d'intelligence, elle est pour moi une affaire également de courage. Le courage, évidemment, de chercher sans savoir où cela nous mène, des fois, mais également le courage de transmettre pour que la génération suivante ait également accès à cet émerveillement. Et voilà ma conviction, et je tiens encore à dire que je suis très honoré de l'invitation et que je la remercie du fond de mon cœur, je vais dire ça comme ça. Et je vous laisse maintenant la parole à André Fusfa, mon professeur. Waouh! Romain, bravo. Hein. Le monde est une belle histoire que chaque génération s'efforce d'améliorer. Le maître et son apprenti, la guide et le novice. L'histoire de l'univers est une épopée qui se compose souvent à 4 mains. Pour moi, le maître, c'était Dominique. Pour Thomas Hertog, ce fut Stephen Hawking. Ce qui relie cette paire des promoteurs et des promus, c'est la quête. Et c'est ainsi depuis l'origine des temps modernes. Pour Stephen Hawking et Thomas Hertog, l'objet de la quête elle-même, c'est l'origine du temps. La cosmologie scientifique, voyez-vous, est centenaire. Elle débute avec l'introduction de la constante cosmologique en relativité générale par Einstein en 1917 et la découverte de l'expansion cosmique par Hubble et Lemaître en 1927. Aux grandes dames d'Einstein, on se rendit vite compte qu'une myriade d'univers était possible. La théorie des univers, la cosmologie scientifique, permet bien plus de réalité que la nôtre. Alors, qu'est-ce qui fait de notre cosmos ce qu'il est et pas un autre ? Un modèle est toujours issu de principes ou d'axiomes, et il s'accompagne toujours de paramètres libres dont l'expérience cherche à fixer la valeur. Mais là, on parle de l'univers, de l'ensemble de tout ce qui existe. Avec les avancées de la cosmologie et de la physique théorique, il nous a paru bientôt que ces paramètres cosmologiques et les constantes fondamentales de la physique devaient être très finement ajustés pour être compatibles avec la réalité.
L'univers n'est pas seulement désespérément immense, il est aussi extrêmement susceptible. Une déviation infime à un moment critique sur une constante au nom bizarre et bardaf. Le cosmos tout entier aurait été stérile. Une vision singulière, anthropocentrée, s'est progressivement forgée. Vivrions-nous dans le meilleur des univers possibles? Grâce à qui? Grâce à quoi? Un vieux spectre dangereux est revenu hanter les scientifiques, celui du dessein intelligent. Selon cette thèse créationniste, le savant réglage précis des paramètres cosmologiques s'expliquerait plus efficacement par une cause intelligente, la main invisible d'un grand architecte. La route des enfers est pavée de bonnes intentions. Pourquoi cette thèse d'un grand architecte est-elle dangereuse? Mais tout simplement parce que ce n'est pas une meilleure explication que de ne pas avoir d'explication. Le dessein intelligent, c'est tout à la fois le renoncement au questionnement, la fin de l'émerveillement, le début de l'absolutisme. Le dessein intelligent n'est pas réfutable et appartient au domaine de la pseudoscience. Pour les croyants, s'il y en a parmi vous, le dessein intelligent, c'est l'illusion naïve que la science pourrait circonscrire Dieu et ses intentions. Pour les croyants, toujours, le dessein intelligent est un piège. Dieu vaut beaucoup mieux que d'être relégué au rang de cache-misère de la science. Face au néocréationnisme et au dessein intelligent émergent, de nombreux scientifiques, dont Stephen Hawking et Thomas Hertog, ont voulu proposer des alternatives scientifiques, au travers, par exemple, d'un mécanisme qui fixerait les paramètres cosmologiques, voire les lois de la physique elles-mêmes. Leur proposition est que les lois de la physique qui font aujourd'hui notre meilleur des mondes ne sont pas le fruit d'un choix divin arbitraire, mais seraient issues d'un processus de sélection qui s'instaurerait à mesure que le cosmos prend forme. Une idée qui rappelle un peu la vision de Darwin de l'évolution, la sélection naturelle. Bien entendu, on est dans le contexte cosmologique. La sélection des lois prend une autre allure. Elle est plus quantique, un peu à l'Heisenberg. Elle est atemporelle, en dehors du temps. Il s'agit d'expliquer l'origine du temps lui-même. Mais la sélection naturelle à la Darwin, elle se prouve. Est-ce qu'il en sera de même de cette proposition de sélection des lois de la physique? Trouverons-nous dans la nature des imperfections qui sont similaires aux structures vestigiales dans nos organismes? Vous savez, notre coccyx est un vestige de la queue de nos ancêtres primates. Alors, est-ce qu'on peut dénicher dans les lois de la physique des rémanences primitives qui trahiraient qu'elles sont issues d'un processus de sélection? Ou alors, ces structures vestigiales cosmologiques appartiennent-elles à des univers parallèles qui seraient inatteignables? Il faut aussi se rappeler que la sélection naturelle n'est pas le seul outil de l'évolution biologique. Il y a aussi la coopération. Si je reprends mon parallèle cosmologique, est-ce que les univers infortunés, ceux qui n'ont pas marché, trop éloignés de notre meilleur des mondes, ont-ils interagi pour faire émerger notre univers? Les gagnants de la grande loterie que nous sommes peuvent-ils véritablement apprécier leurs gains s'ils ne peuvent observer les cosmos qui ont perdu au grand jeu de la loterie? Pourra-t-on jamais prouver telle hypothèse que la sélection des lois, ou devra-t-on l'accepter sans douter, comme d'autres le font avec le dessein intelligent? Il faut l'espérer, sinon on aura troqué un cache-misère pour un autre. Mais attention, les alternatives au dessein intelligent sont des approches mécanistes. Si on remplace des lois par des principes ou d'autres, comme un principe de sélection, si les paramètres d'hier deviennent les grandeurs dérivées de demain, les questions existentielles, elles, demeurent très riches. Et puis, vous savez, c'est jamais gratuit. Pas au sens où il faut payer, c'est au sens où il y a toujours quelque chose quand on fait de la science, toujours une plus-value. Qu'a-t-on à y gagner à envisager que les lois de la physique ne sont pas dictées, mais qu'elles émergent? La réponse est simple, une compréhension plus profonde de la nature, une nouvelle frontière pour l'univers intelligible, celui que l'on peut comprendre. Tout l'enjeu est là, étendre notre perception et les limites de l'univers. Si les lois de la physique ne sont pas du hasard et s'obtiennent à l'issue d'un processus guidé par un principe premier, est-ce que nous aurons encore besoin de Dieu? Nous sentirons-nous moins seuls si nous apprenons demain que notre univers n'est pas unique? À cette dernière question, je peux vous assurer que la réponse est oui. Nous nous sentirons moins esselés. Parce que la quête du sens transcende les dimensions. Pour les croyants, elle réunit créature et créatrice. Pour tous les humains que nous sommes, ce sont les questions qui réunissent les maîtres et les disciples, pas les réponses. Au-delà du multivers,
à travers les horizons qui les séparent, c'est la passion des mystères qui unit encore Stephen Hawking et Thomas Hertog. Mesdames et messieurs, Thomas Hertog. Merci André, merci Romain. Quelle introduction magnifique. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très content d'être à Namur et je voudrais vous raconter, comme André et Romain ont dit, de ma collaboration, de l'histoire de ma collaboration avec Stephen Hawking, le fameux cosmologue. Et donc ce qu'on a découvert sur l'univers au cours de la route. Tout a commencé il y a 25 ans, c'est-à-dire notre collaboration, pas l'univers, quand Stephen Hawking m'a invité à son bureau. Il voulait parler du Big Bang. C'était son idée d'un entretien d'embauche. Hawking avait son bureau à Cambridge, à l'Angleterre, et le voici à peu près comment je l'ai trouvé. Assis tranquillement dans sa chaise roulante, souriant et entouré par ce qu'un physicien théoricien à cette époque avait besoin. Un tas de livres, un ordi dysfonctionnel et une photo de Marilyn Monroe au mur. À ce moment-là, Hawking, qui était déjà très malade, avait déjà perdu sa voix naturelle. Mais il pouvait parler, pendant les années 90, assez bien en fait, par une voix électronique installée sur sa chaise, qu'il dirigeait avec une sorte de souris qui était placée dans sa main soigneusement chaque matin. Et voici ce qu'il m'a demandé pendant cette première conversation. The universe appears designed. Why is it the way it is? Alors, bonne chance avec votre prochain entretien d'embauche. Comme André a posé la même question, est-ce qu'il y a un design, un dessin cosmique, un grand architecte, un Dieu créateur? À la racine de cette question philosophique, ou si vous voulez religieuse, se trouve une constatation fascinante. C'est ce qu'on se trouve dans un univers étrangement biophilique. Quand on regarde le ciel, voici des images du télescope James Webb. On trouve un univers étrangement biophilique. Ces images, par exemple, ce sont des nuages cosmiques, des nuages géantes. Mais dans ces nuages, en fait, ce sont des berceaux de la vie cosmique. C'est là où de nouvelles étoiles et planètes sont nées. C'est là où on trouve déjà les atomes et les molécules organiques qui, un jour, pourraient être les constituants, les éléments de la vie. Mais l'univers n'est pas né avec ces nuages. Ce sont les résultats d'une évolution cosmique de 13 milliards d'années. Et cette évolution a été dirigée par ce qu'on appelle les lois de la physique. Et c'est à ce niveau, au niveau des règles du jeu du cosmos, qu'on se trouve le vrai énigme d'un grand dessin. Comment ça? C'est parce que les lois de la physique ont beaucoup de propriétés, une longue liste de propriétés qui encodent mathématiquement déjà les conditions fondamentales qui font que la vie soit possible dans l'univers. Les forces entre les particules, le type de particules, la composition de l'univers avec cette matière noire, cette énergie noire, et même le simple fait qu'on a 3 dimensions d'espace et une seule dimension du temps. Si vous changez
l'une de ces choses, même très légèrement, comme André disait, l'univers ne sera plus habitable. Autrement dit, tout a l'air d'être trop bien arrangé. C'est presque comme l'univers savait qu'un jour, il serait notre maison. Qu'est-ce qu'on devrait penser de ça? Alors, c'était le cœur de la question que Hawking me posait, et en fait, c'est devenu le fil rouge pendant notre collaboration, pendant 20 ans, jusqu'à sa mort en 2018. Et on peut se poser la question, pourquoi Hawking était si intéressé à ça? Alors, je pense qu'il avait, enfin, je l'ai vu, je l'ai senti, il avait une sorte d'intuition. Une sorte d'intuition profonde qui disait que si nous pouvions résoudre cette énigme biophilique, bien sûr, on apprend beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'univers et les débuts de l'univers et toutes sortes de choses. Mais aussi, je pense qu'il avait cette intuition qu'on comprendrait aussi quelque chose sur notre place dans l'univers, dans ce grand contexte cosmique. Et là, d'où venons-nous? Ça, c'est la grande question que l'humanité se pose depuis toujours. Et en fait, Hawking avait un talent gigantesque de prendre ces grandes questions philosophiques et de les repenser dans une manière scientifique. Et voilà la collaboration. Il avait quelque part un optimisme que la science peut nous guider vers une vraie connaissance plus profonde. Et donc, pour vous expliquer ce que j'ai fait avec Hawking, je dois vous amener à un voyage, oui, dans le temps, mais aussi, on doit poser la question, d'où viennent les lois de la physique? D'où vient cette idée, en fait, qu'il y a des lois de la physique? En fait, cette idée des lois de la physique vient des anciens Grecs déjà. Le père de la physique, c'est souvent qu'on appelle Anaximandre le père de la physique. Il a eu cette idée que peut-être, par analogie d'une société, aussi la nature, il y aura des lois de la nature. Mais évidemment, ça a pris 2 millénaires, disons, jusque les travaux de Copernic, Galileo et finalement Newton, qu'on a commencé à comprendre la langue dans laquelle les lois de la physique pourraient être exprimées, la mathématique. Et depuis Newton, certainement depuis Newton, on pense souvent, certainement les physiciens, pensent souvent aux lois de la physique comme une sorte de code, comme une sorte de formalisme qui est transcendant, un peu comme des vérités platoniques, qui sont expressibles dans une manière purement mathématique et qui transcendent d'une manière ou d'une autre l'univers réel. Et il faut le dire, les lois de Newton, la loi de la gravité par exemple, fonctionnent très bien. Et donc c'est un des moments les plus célèbres dans le 19e siècle qu'un astronome français a utilisé la loi de la gravité de Newton pour prédire qu'il devait y être une autre planète, plus loin que la planète Uranus. Et voici, c'était la découverte de la planète Neptune. Alors, quoi que vous pensiez des Français, ils ont trouvé une planète purement en calculant au 19e siècle. Et donc, c'est ce genre de découvertes comme ça qui ont fait que l'idée qu'on découvre des vérités platoniques a été très fort établie dans la communauté scientifique. Einstein, même chose. Einstein pensait également aux lois comme des vérités platoniques. En fait, c'est Einstein qui a eu cette idée fameuse d'une théorie finale, la loi ultime, une sorte de loi universelle. Et donc la réponse d'Einstein et Newton à la question de Hawking, c'est quoi ce dessin cosmique? La réponse d'eux,
aurait été que, ce sont des vérités mathématiques. L'univers doit être comme ça, mathématiquement cohérent. Ça doit être comme ça. Mais donc, vous voyez, Einstein a l'air un peu perdu. Et effectivement, les choses ne se déroulaient pas comme prévu. En fait, c'est la théorie d'Einstein, selon moi, qui quelque part était le début de la fin de cette vision platonicienne de la physique. Et donc, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que je veux dire et la théorie d'Einstein. On doit sauter vers 1915. C'est cette année qu'Einstein a découvert sa théorie de relativité générale. Et voici une belle équation. Cette équation est facile à lire. Oui, lisons-la ensemble. Donc, il y a deux côtés, comme chaque équation. À gauche, vous avez une expression mathématique de la structure de l'univers, la géométrie de l'espace-temps. Et à droite, vous avez ce qui est dans l'univers, la matière, les étoiles, la planète, l'énergie et tout. Par ailleurs, ce que je viens de dire maintenant, c'est la grande révolution d'Einstein. Le côté gauche ne faisait pas partie de la physique avant Einstein. Pour quelqu'un de Newton, l'espace et le temps étaient des concepts métaphysiques, et dans laquelle une sorte d'aréna qui est immuable. Einstein les a pris, et dès qu'Einstein aussi, l'espace et le temps, ce tissu invisible de la réalité, fait partie de la science de la physique. Et voici, donc c'est le signe égal au milieu, c'est là évidemment où la magie se passe. Ce signe dit que la forme de l'espace, la structure de la réalité est en fait déterminée par ce qui se passe dedans, la matière et l'énergie à l'autre côté. Et ce dialogue, cette interaction, c'est ça que nous percevons comme la force de la gravitation. Par exemple, prenez la Terre. Alors, selon cette formule d'Einstein, la masse de la Terre courbe l'espace autour de notre planète, créant une sorte de vallée invisible. Et c'est cette vallée qui est à la base de la gravité. C'est ce qui nous maintient les pieds sur Terre, et c'est ce que, comme vous voyez, maintient la Lune en orbite autour de notre planète. Voici la théorie de relativité, voici cette équation tout à fait magique. Et même chose, évidemment, pour le système solaire. Il y a la Lune qui va autour de la Terre parce que la Terre crée cette courbe dans ce tissu de l'espace, mais évidemment, la masse du Soleil crée une vallée plus grande qui tient toutes les planètes autour du Soleil. Et voici donc, ce système solaire devient quelque part vivant dans la théorie d'Einstein. Et évidemment, on peut maintenant exagérer, on peut ajouter de la masse, on peut créer des objets qui sont très massifs. La formule va nous dire que cette vallée va approfondir. Cette vallée dans l'espace va approfondir. Alors on peut créer un trou dans l'espace, dans le tissu de l'espace. Ça, c'est un trou noir. Ce fameux disque noir, au milieu de cette image d'un trou noir, c'est un trou dans l'espace. C'est une déformation de ce tissu de l'espace qui fait que même la lumière ne peut pas échapper de ce trou, d'où le nom trou noir. Et ça devient très excitant si vous prenez deux trous noirs. Il y a des trous noirs qui se rencontrent dans l'univers tout le temps, donc parfois ils commencent à danser et ils se mettent en collision. Ça crée des vibrations. Ce sont les fameuses ondes gravitationnelles. Ce sont des vibrations du tissu de l'espace. Il n'y a aucune particule qui joue ici.
Ce sont des ondes de l'espace-temps qui traversent l'univers, qui traversent la Terre, qui traversent tout à la vitesse de la lumière. Et quand ils traversent la Terre, ça c'est un peu exagéré, mais vous voyez l'idée. Une vibration de l'espace va éloigner la distance entre deux points. En réalité, ces ondes gravitationnelles sont extrêmement faibles. Il faut des observatoires et des télescopes super bizarres pour les mesurer. Et en fait, Einstein pensait qu'on ne pourrait jamais les mesurer, trop faibles. Mais en 2015, les premières détections des ondes gravitationnelles ont été faites. Pourquoi sont-ils faibles? Parce que je n'ai pas expliqué un seul truc. Il y a cette constante 8 pi g et c'est 4 là. Ça, c'est très, très petit. C'est une constante de la nature et c'est très, très petit. Et ça veut dire qu'il faut une énergie, une masse énorme pour faire vibrer cet espace-temps un tout petit peu. La gravitation est faible, l'espace-temps est très, très rigide. C'est pour ça que ça coûte une fortune pour mesurer les ondes gravitationnelles. Alors, ça c'est tout bon, c'est génial, la théorie d'Einstein fonctionne, elle est meilleure de la théorie de Newton, elle a été testée, donc d'où est le problème si on revient vers la question de Hawking? Eh bien, comme souvent, le problème est venu de Belgique. En fait, le problème est venu de Leuven, j'avoue. Voici Georges Lemaître, qui a déjà été mentionné. Et Georges Lemaître a eu cette idée magnifique. Il s'était bien réalisé qu'avec cette formule d'Einstein, l'humanité avait pour la première fois l'opportunité de dire quelque chose de scientifique sur l'univers dans sa totalité. Ce que Lemaître a fait, c'est qu'il a pris cette théorie d'Einstein et il a mis toute la matière à un côté droite, hein, vous vous rappelez la formule, hein, et puis il s'est mis à gauche, côté structure de l'univers, côté l'espace. Et il a constaté qu'en fait, l'univers ne peut pas être éternel, statique. L'univers devait être en expansion. Cet univers éternel de Newton n'existe pas dans la théorie d'Einstein. Et puis, il a retourné la flèche du temps. Et il a utilisé la formule d'Einstein pour retracer l'histoire. Ça, c'est l'avantage de faire la mathématique. Tu peux le faire. Et il a constaté qu'à un moment donné, l'espace-temps se détruit. Il y avait un moment dans le passé où le temps et l'espace se détruisaient. Et ça, c'était la découverte du Big Bang. Donc le Big Bang n'est pas une explosion dans un univers qui existe déjà. Le Big Bang est l'origine de l'univers, l'origine du temps, l'origine de l'espace. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu as découvert le Big Bang? Le maître était prêtre astronome, donc il ne pouvait pas en parler avec son épouse. Il ne pouvait même pas vraiment parler de ça avec le pape. Mais évidemment, il devait en parler avec Einstein, et il a fait. Il a rencontré Einstein en 2027 à Bruxelles, dans le contexte d'un conseil Solvay, et il a dit à Einstein, écoute, votre théorie nous dit que l'univers est en expansion, et en fait, en accord avec les observations comme André disait, avec les observations de Hubble. Einstein ne lui a pas cru. Et donc, il a fameusement dit, vos calculs, le maths peut être correct, mais votre intuition physique, docteur Lemaître, est tout à fait abominable. Et alors, c'est une remarque très intéressante. Pourquoi Einstein a dit ça? Est-ce qu'il pensait quelque part que le maître cherchait une manœuvre pour donner un rôle à Dieu dans la cosmologie? Je ne suis pas sûr. Mais la raison basique scientifique est très claire.
pour Einstein. Il y a quelque chose de très bizarre qui se passe quand le maître retraçait l'histoire de l'univers vers le Big Bang. La formule d'Einstein se détruisait aussi. Et alors, quelque part, la découverte du Big Bang de le maître apparaissait nous dire que le vrai début, les questions fondamentales, restent dehors la science. Et Einstein, être un idéaliste, être un optimiste scientifique, être quelqu'un qui cherchait une loi fondamentale qui disait comment l'univers devrait être, était évidemment très déçu par cette découverte. Très intéressant, le maître avait un autre avis. Et avant que j'explique ça, je voudrais quand même donner la parole à le maître pour un bref moment, parce que récemment, on a retrouvé une interview sur le BRT avec le maître 30 ans plus tard que cette découverte dont je parlais. Et donc, il a eu le temps, avant l'interview, de penser... Lorsque on se pose le problème du début du monde, on se trouve presque toujours devant une difficulté assez essentielle, de se demander pourquoi ça commence-t-il à ce moment-là? Pourquoi ça n'aurait-il pas commencé un peu plus tôt? Pourquoi et en un certain sens, pourquoi ça n'aurait-il pas commencé un peu plus tôt? De telle sorte qu'il semble que toute théorie qui implique un commencement doit être quelque chose de peu naturel. De dire, on décide, à ce moment-là, ça commence, c'est fait, c'est ce qui s'exprimait en disant, c'est fait de rien. C'est-à-dire qu'on s'attendrait à ce que ça provienne de quelque chose, et on dit, ça ne provient pas de ce quelque chose, c'est fait de rien. Eh bien, le point de vue auquel j'arrive est tout différent. C'est-à-dire que le commencement est tellement inimaginable, tellement différent de l'état actuel du monde, qu'une pareille question ne se pose pas. Voilà la fin de ma conférence. Non, mais c'est très intéressant. Il dit que dans la simplicité absolue du Big Bang, toutes les questions physiques disparaissent. Ça, c'est une intuition. Il n'avait pas d'équation, il n'avait pas de formule, il n'avait pas de théorie. C'était l'intuition de le maître que je trouvais tout à fait extrêmement intéressant et différent de la position philosophique comme quelqu'un de Einstein. En fait, le maître, fameusement, avait des carnets. À l'époque, je pense que c'est Dominique qui m'a montré ces carnets. Et ces carnets sont très intéressants. Tu y trouves toutes sortes de choses. Mais tu y trouves, dans le carnet de le maître, des dessins, des graphiques de l'évolution de l'univers. La courbe ici, c'est l'expansion de l'espace d'un univers plus ou moins comme le nôtre, en fait. Et tout au début, à gauche, en bas, il écrit « atome ». Il ne parle pas du Big Bang, il parle d'un atome primordial. Mais cet atome n'était pas là comme un œuf attendre pour exploder. Non, cet atome était un concept plus intéressant. Pas une première cause, mais plutôt une sorte de fond inaccessible de la physique, une sorte d'état qui précède la matière, l'espace, le temps. Mais évidemment, le maître était beaucoup loin de la physique de son époque. Il ne pouvait pas formuler une théorie, un modèle, etc. Mais donc, il avait cette intuition. En tout cas, plus tard, on a découvert qu'il avait raison. L'univers est en expansion et maintenant, on a bien observé la radiation résiduelle du Big Bang. Voici une photo du ciel, pas des étoiles, pas dans la bande visible, mais une photo où on prend, pris avec un télescope qui est sensible à des ondes micro, des ondes radio, disons. Donc, tu ne vois pas les étoiles, tu ne vois pas les galaxies, tu vois que la radiation résiduelle du Big Bang. C'est une photo de l'univers
300 000 années après le Big Bang, quand il est devenu transparent. Et vous voyez, il y a des scintillements. Ça, c'est la radiation, la température dans toutes les directions. Et la température, bleu est chaud, rouge est moins chaud. Et la différence est une toute petite fraction d'un seul degré. Et les scintillements, ce sont les caractéristiques de l'univers le plus biophilique que tu peux imaginer. Parce que quand tu évolues cet univers, après des millions et millions d'années, là où c'était un peu plus chaud, les étoiles commencent à apparaître après 300-400 millions d'années. Et doucement, on forme des plus grandes structures, des galaxies, des clusters de galaxies, etc. Et donc, vous voyez, après quelques milliards d'années, ça devient un peu plus calme. Tu as de nouvelles générations des étoiles. Et finalement, notre Soleil est le satellite avec lequel on peut tout observer ça. Mais s'il n'y avait pas de sentiments au début, des toutes petites fluctuations dans la température, rien n'aurait été passé. Si le sentiment était un tout petit peu plus grand, tu arrives avec un univers plein de trous noirs. Alors, pas habitable non plus. Donc il y a un lien extrêmement fascinant entre les conditions au début, il y a 13 milliards d'années, et le fait qu'on est là ce soir à Namur. Et on en parle. Ça, c'est la question. Ça, c'est l'énigme de la biophilité de l'univers. Et donc le Big Bang est d'un part une pierre angulaire et d'autre part talon d'Achille de la cosmologie moderne. Clairement, l'univers est en expansion et les conditions étaient complètement différentes au début. Et d'autre part, si tu lances l'univers dans une manière différente, tu arrives nulle part. Et donc c'était ça le contexte historique derrière cette première conversation avec Hawking. Dans les années... et qu'est-ce qu'on a fait? C'était quoi le cœur de notre collaboration? Brièvement dit, on a modélé cet atome primordial de Lemaître. On a construit, la physique avait évolué, les idées sûrement de la théorie quantique avaient été développées, et donc on avait les outils de construire un modèle scientifique de cette intuition de Lemaître. Et en fait, dès que tu as un modèle scientifique, tu peux commencer à jouer, tu peux prédire des choses, tu peux comprendre des choses, tu peux avancer, tu peux tester. Et en fait, on a découvert que c'est quand même très, très intéressant, très fascinant. Quand Lemaître a retracé l'histoire de l'univers, basé sur la théorie d'Einstein, il est arrivé à ce mur. Ce début, le Big Bang, était d'or la science, comme je disais. Mais si tu retraces l'histoire de l'univers, tout au début, tu constates qu'en fait, les éléments microscopiques, les éléments quantiques, les éléments d'incertitude et tout ça deviennent très importants. Et finalement, même la distinction entre espace et temps, on a trouvé, devient floue, disparaît. Et ça te donne une nouvelle opportunité, un nouvel modèle du Big Bang, de l'origine. Quand le temps et l'espace se mélangent quelque part, tu peux quelque part arrondir le passé, comme vous voyez, sans arriver à ce mur, sans arriver à ce point où tes équations, tes théories, tes modèles scientifiques se détruisent. Et donc, vous voyez, le temps devient flou et alors se mélange quelque part avec l'espace tout au début. Mais cette transition est très spéculative, cette transition est très... ça ne nous dit pas grand-chose, mais en fait, cette transition est le point, est la culmination d'un niveau d'évolution plus profonde, une évolution primordiale qui s'est déroulée tout au début, de la première instance de l'évolution de l'univers,
au niveau de loi de la physique. Donc, si je prends cette phase primordiale et je fais une représentation très abstraite de cette phase primordiale, j'arrive à cet dessin. Vous avez les lois de la physique en eau, les forces nucléaires, la force électromagnétique, les forces qui gèrent la matière noire et tout ça, la gravité. Et on va vers le Big Bang en bas. Et vous voyez, dans les conditions extrêmes au début de l'univers, la distinction entre les différentes forces qu'on a aujourd'hui évapore. La distinction entre les différents types de particules qu'on a aujourd'hui disparaît. Et finalement, la distinction entre l'espace et le temps pourrait disparaître. Et donc ça c'est une nouvelle idée dans la physique. On a toujours, depuis Einstein, dit on va unifier les forces et on va arriver à une sorte de théorie ultime, à une loi universelle, à un fondement mathématique qui est transcendant. Mais ici, ça nous donne une autre vision. Ça nous dit qu'en fait, cette évolution, cette simplification de la physique elle-même pourrait continuer. Et en fait, le Big Bang, l'origine de l'univers, devient, dans le modèle que j'ai développé avec Hawking, le Big Bang devient un vrai horizon épistémologique. En fait, notre modèle réalise cette intuition de le maître que, dans la simplicité absolue, même la structure encodée dans les lois de la physique disparaît, et avec ça, toute question physique également. Et donc, comme André disait, si tu vois cet dessin d'une petite distance, tu vois une sorte d'arbre des lois de la physique qui est émergente dans cette phase primordiale de l'univers. Et dès que l'expansion est bien en route, la température devient plus bas et les lois de la physique ont été cristallisées et ont resté évidemment les mêmes depuis toujours. Donc c'est quelque part une révolution darwinienne, on pourrait dire, dans la cosmologie, bien entendu que les principes de sélection et tout ça se jouent à des niveaux très différents que la biologie. Mais quand même, voici ce dessin de Lemaître de l'évolution cosmologique et ce dessin, le premier dessin de l'arbre de la vie de Darwin, un siècle à part. Il y a quand même une sorte de... On a toujours pensé que la biologie et la cosmologie sont deux niveaux différents et aussi épistémologiquement différents. La physique, la cosmologie étaient toujours, on cherchait des lois immuables. Mais la biologie était tout pour l'évolution, les lois émergentes et tout ça. Quand tu retraces l'histoire de la biologie, de la vie, avec l'origine de la vie, les lois de la biologie disparaissent. Donc, cet réajustement épistémologique est quand même intéressant. Ça donne une certaine cohérence de point de vue, disons, entre ces deux niveaux d'évolution très, très différents. Et donc, la réponse qu'on a finalement, après 20 ans qu'on est arrivé à The universe appears designed, what should we make of this? Ça, c'était la question du départ. Est-ce que c'est une question scientifique? Est-ce qu'il s'agit d'une vérité mathématique? Est-ce qu'il y a des autres univers? Notre réponse, finalement, est peut-être il y a une évolution primordiale plus profonde. Et d'où, évidemment, le titre de mon ouvrage. Point très important, avant que je conclue, on pourrait se poser la question, alors, cet arbre des lois de la physique est le résultat de ça. Est-ce que le résultat est unique ou est-ce que l'univers aurait pu être
très différents. Et maintenant, on essaie de penser comme un biologiste sur cette évolution du cosmos. On se met dedans. Est-ce que l'arbre de la vie sur Terre, est-ce que ça aurait été différent? Ben oui, bien sûr. Même chose pour la cosmologie. Cet arbre des lois de la physique est dirigé par les lois quantiques. Il y avait plein d'incertitudes, du hasard et tout ça. Ça aurait été plus différent. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment comprendre l'origine de l'univers sur une base a priori. Pour le dire avec les mots de François Jacquemin, la question de l'origine cache l'origine de la question. Très bien vu, hein? Très bien vu. Et en fait, c'est un principe, c'est quelque chose qui est bien, bien connu dans la physique quantique, dans la physique qu'on connaît du monde microscopique. En fait, la théorie quantique, la physique quantique a été inventée plus ou moins mais il y a un siècle. Aussi, Einstein, et ici tu as Bohr, Niels Bohr et Einstein, ils ont débattu ce point. Est-ce qu'il existe une réalité a priori, sans observation? Ça, c'était le point de vue d'Einstein. Je veux que la physique soit indépendante de si je choisis de faire des observations et toutes sortes de ça. Mais Niels Bohr, il disait, mais non, Einstein, peut-être un phénomène, peut-être la réalité n'est pas une vraie réalité, une réalité tangible, sans être observée. Donc, quelque part, selon la théorie quantique, la réalité se crée en observant. On pourrait dire que Bohr était en fait le surréaliste de la physique, un peu comme Magritte. Ici, vous voyez encore un Belge. Vous voyez ici Magritte, il peint un oiseau en regardant lui-même, en regardant un œuf. C'est un peu ça. La théorie quantique donne une description de la réalité à un niveau quelque part pré-existentiel. Et c'est en observant, en interageant avec la réalité qu'une réalité vraiment se cristallise. Mais ça veut dire appliquer sur la cosmologie, et c'est ça que Hawking et moi on fait, qu'en fait cet univers n'a pas une existence a priori indépendant, purement objectif, indépendant de notre condition humaine, disons. Et voilà, j'ai cité Jacquemin. Sur ce point quantique, je voulais quand même aussi vous montrer comment un peu le moment suprême de ma collaboration avec Hawking. Et donc, je lui laisse la parole encore une fois. I have changed my mind. A brief history in time is written from the wrong perspective. We are not angels who view the universe from the outside. Vous voyez, travailler avec Hawking était un peu comme parler avec l'oracle de Delphi. Il me fallait c'est difficile à expliquer. Mais je vous le partage, cette citation, parce que c'était vraiment le moment suprême de notre collaboration en 2006 ou 2007. Il faut savoir que Hawking, le jeune Hawking, c'est le Hawking du
que tu as pu lire dans Brief History of Time, son best-seller, le jeune Hawking avait la philosophie vraiment comme Einstein. Il cherchait une théorie scientifique de la création de l'univers. Ça, il a écrit dans ce livre. Et donc, pour lui, se mettre dans l'univers était un changement philosophique très profond et pas facile à faire si tu t'es investi si profond dans cette idée de trouver quelque part la théorie finale. Ici, il admet quelque part que la science, la cosmologie, liée au fait que nous sommes dans l'univers, a peut-être des limitations épistémologiques. En fait, c'est très connecté, ce changement est très connecté ou relaté au discours d'une philosophesse, Hannah Arendt, qui a écrit ce livre, La condition humaine, elle est où? Voilà. Dans les années 50, 60. Donc Hannah Arendt, évidemment, était occupée avec toute autre chose, mais elle était inquiète par cette situation, une sorte de gap entre, quelque part, notre humanité et la science et les technologies, et la perception de la science et la technologie comme des vérités objectives, comme des forces infinies, quoi. Et dans la deuxième partie de son livre, The Human Condition, elle cherche quelque part une trace de cette condition humaine, de ce simple fait qu'on est dans l'univers, sur Terre, et on regarde autour de nous, et on essaie de comprendre d'où on vient. Elle cherche une trace de cette condition humaine dans la physique fondamentale. Et donc, elle parle de la physique quantique, Schrödinger, Heisenberg et tout ça. Et elle ne trouve pas cette trace. Parce que dans les années 60, 50, 60, les physiciens n'avaient aucune idée. En fait, ils préféraient, même dans un contexte quantique, de laisser l'observateur dans leur système. C'est que plus tard, qu'on a vraiment creusé les fondements de la théorie quantique, qu'on a doucement osé apprendre cet élément d'observation très, très sérieux. Et donc, quelque part, le modèle, l'hypothèse, la théorie que j'ai développée avec Hawking est une réponse à cette inquiétude qui a été très bien décrite par Hannah Arendt il y a 50 ans. Voici mon trajet, ma collaboration, très brièvement, avec Hawking. Ça a commencé, en fait, plus ou moins à Bruxelles, il y a 25 ans. Et comme je disais, ça a continué jusqu'à sa mort en 2018. Maintenant, Stephen a été enterré à Westminster Abbey. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu sa tombe. Et il y a une équation sur son tombe aussi, comme vous voyez là. Ça, c'est aussi une équation très fascinante. C'est la seule formule dans toute la physique, même aujourd'hui, qui contient tous les éléments. La théorie quantique, la gravité, la relativité, le thermodynamique, tout est là dans cette formule. Et c'est une formule, on pense qu'elle est correcte, mais on ne la comprend pas vraiment. Stephen l'a découvert il y a 50 ans, mais cette formule est fort reliée aux observations des ondes gravitationnelles dont j'ai parlé. Et en fait, ce sont cette observation des ondes gravitationnelles, et je vais terminer avec ça, qui nous donnent, à mon avis, la meilleure chance de tester
de commencer à tester cette hypothèse du Big Bang. Pourquoi? Parce que, si vous voyez, voilà, c'est l'évolution de l'univers du Big Bang jusqu'à maintenant. On est limité fondamentalement en explorant l'univers avec des ondes électromagnétiques. Il y a une barrière. Cette barrière, c'est le moment 300 000 années après le Big Bang, lequel l'univers est devenu transparent. On ne peut jamais creuser là-dedans. On ne peut jamais vraiment voir tout le début. Mais cette évolution plus profonde dont j'ai parlé, cette côté darwinien de la physique, dans la cosmologie, il est dans le brouillard. Ça se passe tout au début. Mais les ondes gravitationnelles peuvent aller tout jusqu'au début. Les ondes gravitationnelles s'en foutent du brouillard au début et traversent même cet état très très dense au début de l'univers. Et donc finalement, ça, je pense, est une opportunité pour commencer à tester cette hypothèse. Il y a 2 projets gigantesques qui sont en route. Il y a un projet dirigé par the European Space Agency et ça sera lancé en 2035 et il s'agit de 3 satellites. 3 satellites dans une fusée qui seront lancés. Et les 3 satellites sont équipés avec des lasers et ils vont former un triangle avec 2 millions de kilomètres à part. Ce sera le plus grand expériment conçu. Et voilà, ils vont aller autour du Soleil. Et quand il y a des ondes gravitationnelles qui passent le système solaire, on va les capter. Et l'autre projet, ça s'appelle Einstein Telescope, même concept. Un triangle, mais sous-sol, sous terre, beaucoup plus petit, évidemment, mais le même concept. Quand il y a des ondes gravitationnelles qui passent, la distance, la longueur des 3 points change un tout petit peu. Et donc, c'est une nouvelle génération de télescopes pour les ondes gravitationnelles qui vont vraiment nous permettre d'explorer tout cet univers jusqu'au début, jusqu'au Big Bang. Et vous vous rappelez cet arbre des lois de la physique? Chaque branchement, chaque naissance d'une nouvelle force de la nature est un changement gigantesque dans l'univers. C'est la naissance d'une nouvelle particule, d'une nouvelle force. Ça va avec une explosion des ondes gravitationnelles. Ces ondes gravitationnelles, on n'a pas encore détectées, on n'a pas encore trouvé. Ce sont des ondes gravitationnelles qui remplissent l'espace et qui peuvent... Ce sont les vrais fossiles, je pense, du début du monde. Donc, je voulais terminer avec ça parce que les observations des ondes gravitationnelles, c'est une véritable révolution galiléenne. C'est la naissance d'une toute nouvelle astronomie. C'est le début, c'est l'ouverture d'un nouveau sens avec lequel on peut explorer l'univers. Donc, c'est une grande arche, l'arc du temps, disons. On a commencé avec une formule purement mathématique d'Einstein il y a un siècle qui encode des découvertes fondamentales qui a changé notre conception de l'univers. L'univers est en expansion et tout au début de l'univers, dans cette phase primordiale, peut se cacher un niveau plus profond d'évolution. Mais pour vraiment trouver ça, on doit ouvrir nos yeux, on doit construire ces nouveaux observatoires. La raison pour laquelle l'Einstein Telescope est si important pour nous en Belgique, c'est pas purement un projet scientifique, mais aussi stratégique. Ça a beaucoup à voir avec les conditions sous-sol. Voici le E-Regio Meuse-Rhin.
Donc, c'est la région de Liège, Maastricht, Hasselt et Aachen et tout ça. Au milieu de cette région se trouve sous-sol un grand rocher. Ça s'appelle le Bose-Valdieu-Bloc. C'est un grand rocher, 200 mètres sous-sol. Et en fait, là, les conditions sont bonnes pour construire ce télescope Einstein. Sous-sol, mais vous voyez bonne, mais pas très bonne parce que ce triangle, vous voyez, c'est la bande orange. Le triangle est trop grand, hein, mais déjà, c'est pas mal. Et donc, on est en train d'évaluer, on est en train d'étudier le sous-sol de cette région pour voir, pour déterminer si on pourrait construire ce télescope là-dedans. Comme projet scientifique, mais en fait, principalement comme projet qui pourrait stimuler la culture scientifique, comme Romain disait, l'émerveillement pour nous tous. Et voilà, donc stay tuned, c'est un moonshot project, mais on ne sait jamais. Merci. Bien. Merci Thomas pour... J'ai tout compris. Ouais, vraiment. Alors il est temps maintenant de poser vos questions, mesdames et messieurs, si vous le souhaitez. Nous avons un petit peu de temps, donc je vous propose de lever la main. Voilà, il y a des mains qui se lèvent là-bas. On va venir vers vous. Voilà, des questions que tout le monde comprend. Hein, sinon ça va... Voilà, je vais essayer d'être bref. Donc, je voudrais demander à notre orateur de ce jour ce qu'il pense du modèle de Penrose qui, au lieu d'une origine, postule un univers cyclique, et également les travaux de Gupta qui remettent en question l'invariance des lois de la physique. Voilà, ça commence bien, je trouve. Voilà, Einstein voulait aussi un univers cyclique. Il a même posé cette question à le maître. Et le maître s'est mis à calculer et il a conclu ça ne marche pas. Donc, je sais bien que Penrose a avancé cette idée que l'univers est en expansion, l'univers se contracte, il y a un Big Crunch, et du Big Crunch, il y a un nouveau Big Bang, une sorte de cyclicité. Ce qui, a priori, est une possibilité. Sauf, on n'a jamais trouvé, et j'ai cherché, on n'a jamais trouvé un modèle qui réalise cette vision. Même Penrose n'a jamais trouvé un modèle qui réalise ça. Et donc, doucement, la communauté scientifique a été convaincue par nécessité de voir le Big Bang comme une vraie origine. Et il y a un certain... on a hésité. Et pourquoi, tu peux dire, pourquoi on a hésité de vraiment confondre cette idée d'une vraie origine? Parce que ça ne va pas vraiment avec la physique, le paradigme existant. C'est pour ça que ça a été si difficile de repenser ça. Donc voilà, j'ai très peu à dire. Penrose, ni nous, ni quelqu'un d'autre a pu construire un modèle cyclique. Aussi, la cyclicité va contre cette idée que l'entropie augmente.